Salut les amis, une petite vidéo donc pour vous démarrer ce café live. On va faire simple aujourd'hui, une petite vidéo mise au point parce que je crois qu'il y a vraiment besoin. Et en vous attendant, d'accord, en vous attendant un petit clip musical. Dites-moi si on entend bien. Tous les Français dans la rue, tous les soldats regroupés. Quel est votre métier? Tous les Français dans la rue, tous les soldats regroupés. J'ai dit, ouais. C'est quoi cette vie toute pétée? Je profite même pas de mon été. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. C'est le vaccin ou tché-tché. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. Moi je fais partie des vôtres. Je pourrais trinquer à la tienne. Je voudrais souffler sur la côte, mais y'a que des flics sur les miennes. Je les instruis, ça va trop vite. Vu que ma musique est entière. Et même en période de Covid, elle traversera les frontières. C'est quoi cette vie toute pétée? Je profite même pas de mon été. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. C'est le vaccin ou tché-tché. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. C'est quoi cette vie toute pétée? Je profite même pas de mon été. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. C'est le vaccin ou tché-tché. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. La fin du Covid repoussée. Pour protéger les gens âgés. Un billet d'avion remboursé. Moi qui rêvais de voyager. Je veux plus voir la guerre ni les bombes, mais voir les aurores boréales. J'ai trop fait la guerre dans ce monde. Un jour, si Dieu veut, je me régale. Leur connerie de passe sanitaire. Bientôt, il y aura plus de liberté. Je veux tous les Français dans la rue, tous les soldats regroupés. Leur connerie de passe sanitaire. Bientôt, il y aura plus de liberté. Je veux tous les Français dans la rue, tous les soldats regroupés. Je veux tous les soldats regroupés, tous les Français dans la rue, tous les soldats regroupés. Ouais, c'est le moment, hein. Appelle ton voisin, appelle tous tes potes, on se retrouve là-bas. Ah ouais, c'est quoi cette vie toute pétée? Je profite même pas de mon été. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. C'est le vaccin ou tché-tché. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. C'est quoi cette vie toute pétée? Je profite même pas de mon été. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. C'est le vaccin ou tché-tché. Pour tout te dire, ça me fait chier. C'est le vaccin ou tché-tché. Voilà, salut à tous les amis, donc une petite vidéo pour vous parler un peu de la situation Covid. Je vous remets sur un joli cadre, le cadre de la vue depuis la fenêtre. Je pourrais vous faire une vidéo où je suis là. On entend bien? Super, ça c'est cool. Je vais démarrer ce live avec déjà deux objectifs. Le premier, c'est de faire tenir mon téléphone. Non. Alors, trois objectifs. Faire tenir mon téléphone déjà bien. Voilà. Voilà. Comment, pourquoi nous en sommes arrivés là? Donc, une explication sommaire mais assez concise. C'est tout ce qui m'a travaillé moi depuis que je suis toute jeune. Hein. J'ai vraiment eu ce sentiment de ne pas être dans un monde qui me correspondait. J'ai mis longtemps avant de comprendre exactement pourquoi j'arrivais pas à m'adapter dans ce monde, mais en gros il m'a fallu 15 années de formatage, puis 15 années de déformatage pour en arriver à peu près là, depuis une dizaine d'années, à essayer de mettre en place quelque chose qui me conviendrait le plus. Donc je vous ai fait un petit texte pour démarrer ce live, et après on interagit tous ensemble, et puis j'ai différentes lectures aussi à vous proposer. Donc salut les amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un live un peu particulier car je vais répondre à l'un d'entre vous et en même temps aborder plein d'autres sujets que j'aborde également dans ma conférence gesticulée. Car oui, j'ai fait une conférence gesticulée avec comme formateur une personne qui m'est chère et qui a participé grandement à mon éveil citoyen et politique. C'est la même chose, mais bon. Franck Lepage. Alors, avant de répondre à monsieur Michel Ouchani,
mon troll du jour, je vais d'abord dire qui est Franck Lepage. Ce qui va vous permettre de mieux comprendre, de mieux me situer politiquement et de mieux comprendre quel point de vue je pars pour vous parler. Donc, monsieur Franck Lepage, c'est un monsieur que j'affectionne tout particulièrement. Je vais vous montrer une petite vidéo peut-être d'introduction pour identifier un peu plus clairement qui il est, puisque je pense qu'il y a encore plein de personnes qui ne savent pas qui est Franck Lepage. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à vous publier des liens, des choses qui vous ont parlé chez ce travail, dans ce travail formidable. Mais Franck Lepage, il fait partie de l'Ardeur. Il a écrit tout un texte sur le Covid-19. Covid-19, l'ami des dominants. Je vais vous le lire. Et peut-être ça va vous permettre de mieux comprendre, comment je me positionne, comment je me place. Voilà. Hop. Donc on va commencer par la lecture de ce premier. Voilà. Vous l'avez sur le site de l'Ardeur, je vous mettrai le lien dans les lives si vous voulez le suivre en même temps. Attendez, je vais copier le lien ici. Je vais aller sur ma page là. Si j'arrive à me trouver le live en direct, normalement oui. Excusez-moi. Donc voir tout. Est-ce que je vais pouvoir le faire commenter en même temps? Yes, je peux. Voilà. Donc je vous mets le lien que vous pouvez suivre en même temps. Bonjour à tous. À Moldovan, à Ramona. Et est-ce que je peux donc envoyer? Voilà, c'est fait. Donc, Covid-19, l'ami des dominants. Je vous remets la vue sur la magnifique à l'extérieur. Ce sera plus simple. Dites-moi si on entend bien. Toujours. Parce que si on n'entend pas, je vais changer d'endroit. Donc, voilà, comme ça va bien. Donc, Covid-19, l'ami des dominants. Un texte écrit par l'équipe L'Ardeur, l'association d'éducation populaire, politique. Pour ce gouvernement antipopulaire, engagé dans une politique de destruction de la protection sociale et de la répression policière des colères, des mobilisations et des insurrections qui en découlent, le Covid-19 permet de réaliser plusieurs tests à grandeur nature. Tests de contrôle de la population, répression, prison, hélicoptère, drone, communication. Test d'obéissance de la police dans ce contrôle des populations. Test de privatisation, dislocation de l'éducation nationale transférée par le e-learning. Test d'avancement de la vidéomédecine à distance. Test de soumission des médias de la population et des gauches, Union nationale oblige. Test de démolition avancée du droit de travail. Petit 1, le contexte. Depuis les années 1980, l'effacement de l'hypothèse communiste laisse le capitalisme en roue libre et l'humanité livrée aux inégalités monstrueuses qui l'accompagnent. Alors l'hypothèse communiste, il y a un petit 1, je vais vous le dire tout de suite dans les sources. Il est un peu long ce texte. Alors, vous allez voir donc Alain Badiou, l'hypothèse communiste aux éditions Ligne. Dites-moi si on entend toujours bien s'il vous plaît. Donc, on revient tout en haut. Donc, le contexte. Depuis les années 1980, l'effacement de l'hypothèse communiste laisse le capitalisme en roue libre et l'humanité livrée aux inégalités monstrueuses qui l'accompagnent. Or, les profits ne se réalisent plus sur la fabrication et la vente de marchandises qui sont en surproduction. Les voitures de 2018 ne sont toujours pas écoulées. Mais sur la financiarisation casino de l'économie et les réductions de dépenses publiques dans le cadre de politiques d'austérité. Si le capitalisme, peut-être je vous le mets, à lire en même temps, peut-être c'est mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est mieux pour vous, dites-moi. Que je bouge pas. On va mettre comme ça. Attends. On va faire comme ça. Donc, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas.
Dites-moi si vous arrivez à lire, si vous arrivez à entendre. Alors, on en est où? Tac, 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 tac. Si le capitalisme européen s'est assuré tout un temps de l'ordre social en échange de politiques de protection sociale, il s'aligne dès 1983 en France sur le capitalisme américain et s'engage dans la voie d'une privatisation, marchandisation de la société et d'une destruction des services publics. Ces derniers se réalisent dès Maastricht, puis dans l'imposition de la Constitution de l'Union européenne et de sa monnaie unique interdisant aux États d'agir sur la protection sociale par des dépenses publiques, lesquelles sont désormais soumises à l'impératif de non-inflation, d'interdiction des augmentations de salaire pour maintenir le taux de profit des dominants, propriétaires d'entreprises ou traders. Mais réduire la protection sociale, réduire et supprimer les allocations chômage, démanteler les soins de santé, démolir la recherche, supprimer des postes de l'éducation nationale, vendre les barrages et les aéroports, baisser puis écraser les retraites, tout cela génère des mouvements de population insurrectionnels incontrôlables. Les gilets jaunes en sont l'exemple, qui suppose que l'État se prépare à la guerre sociale en armant son dispositif policier vers le contrôle des mouvements insurrectionnels. Vers les LBD, après les LBD, voici les drones et le suivi des smartphones. Dans son dernier ouvrage, La lutte des classes au XXIe siècle, Emmanuel Todd évoque la dérive fascitoïde du gouvernement Macron. Nous y sommes. Ah mince, on n'arrive pas à voir. Bon. Alors, je vais remettre la fiche dehors puisqu'on n'arrive pas à voir l'écran. Qu'est-ce qu'il faut dire ce téléphone? Voilà. Alors, l'Union nationale, vous avez aimé l'Union nationale, vous avez aimé Je suis Charlie, vous allez adorer Covid-19. Nous sommes en guerre, entre guillemets, a déclaré 7 fois Macron. Invisible, diffus, insaisissable, l'ennemi combattu? Qu'importe, car désigner un ennemi a fortiori invisible, c'est faire taire tous les désaccords, au nom de l'union sacrée. Si l'éducation populaire consiste à prendre les systèmes à l'œuvre dans un événement et à déjouer les effets de propagande en traquant les biais de pensée, il convient de s'alerter collectivement sur cet appel à l'union nationale. Plus de place pour la division, ressassent les chroniqueurs. Mais rien n'est plus étranger à l'éducation populaire que l'union sacrée, renonçant à toute critique derrière un chef autoritaire. Refuser cette injonction en consensus et à l'enrouement du débat rend alors nécessaire d'apporter notre voix à l'analyse de la situation. La seule guerre à laquelle nous assistons est celle que le capitalisme mène sur notre existence, sur nos existences. Dans cette crise sanitaire, que peut-on attendre d'un pouvoir qui a si férocement et si continuellement attaqué la protection sociale de sa population, démoli l'hôpital, les retraites, le chômage, la formation continue, qui a rivalisé de suppression de fonctionnaires avec les autres candidats à la présidentielle? Moi, 200 000. Non, moi, 500 000. Rien. Macron n'existe pas. La démolition de l'hôpital public a commencé avec Mitterrand et Bérégovoy dès le départ des ministres communistes en 1983 et s'est poursuivi avec les autres présidents. Macron lui-même n'a été fabriqué que pour prendre la suite des serviteurs du capital qui l'ont précédé à ce poste et choisi pour sa capacité de nuisance. Car, privé de toute marge de manœuvre économique ou monétaire dans le cadre de l'UE, il n'a aucun autre pouvoir que celui de nous nuire. En s'affichant sans honte dans un hôpital saturé pour combattre les effets d'une situation dont il a fabriqué les causes, lui qui a supprimé plus de 4000 lits d'hôpitaux en la seule année de 2018 et a charcuté plusieurs centaines de millions d'euros de moyens alloués aux personnels médicaux, Macron ne saurait nous rendre dupes. Il n'est pas et ne sera jamais notre sauveur. Fidèle à son programme électoral exigé par le MEDEF, il se saisira de cette crise sanitaire
pour renforcer la dévastatrice emprise du capitalisme sur nos existences. À l'heure où beaucoup se remettent à lire La stratégie du choc de Noam Hickling et font l'expérience en grandeur nature du capitalisme qui déploie sa nuisance par crises successives, on peut s'attendre, crise et union nationale oblige, à une démolition accélérée du droit du travail, à une politique accrue d'austérité et de réduction des dépenses publiques. Interrogé sur France Inter sur le fait de savoir si cette épidémie le ferait revenir sur sa proposition de 500 000 suppressions de postes de fonctionnaires, Bruno Retailleau, qui, bien que dans l'opposition parlementaire n'a d'opposition à la politique du gouvernement que l'apparence, affirme sans sourciller qu'il ne sera pas question de ralentir les réformes. Ces gens-là ne tireront aucune leçon. Au contraire, cette crise sera pour eux l'opportunité d'une accélération de destruction, notamment celle des services publics. Noam Chomsky nous a prévenus. Comment détruire un service public? Commencer par baisser son fonctionnement. Il ne fonctionnera plus. Les gens s'énerveront et voudront autre chose. C'est la technique de base pour privatiser un service public. Et seule une insurrection ou une grève générale les arrêtera. Je vois qu'il y a Michel qui est là pour restez un peu, Michel, il n'y a pas de souci. On termine le texte et après on enchaîne tous les deux. Mais suivez bien ce texte-là et on s'en servira de base pour discuter tous les deux. Alors, car avec le Covid-19, c'est la guerre des classes qui va se durcir par un enchaînement trop prévisible pour ne pas être annoncé. Crise sanitaire, crise économique, crise financière et, en bout de course, crise sociale. Quand le Covid-19 aura mis sur le carreau 1 ou 2 millions de chômeurs supplémentaires, on pourra compter sur ce gouvernement qui a déjà fait la démonstration de son amour de la protection sociale pour nous concocter quelques exonérations de cotisations, dégrèvements, allègements fiscaux supplémentaires pour les patrons. Bonus record pour les traders les plus malins, dont le job n'est pas de financer l'économie, mais de jouer à la baisse ou à la hausse les fluctuations de l'économie. Pour eux, cette crise est un cadeau. Qui, comme toutes les crises financières avant elle, ne sera rien d'autre qu'une banale crise cyclique de la surproduction qui permet au capital de concentrer encore un peu plus en liquidant les maillons faibles des petites entreprises et en écrabouillant les travailleurs sous l'œil docile des lanceurs de LBD et des médias. Le capitalisme est le seul mode de production dans lequel les crises prennent la forme d'une surproduction. Vous avez un lien, wikirouge.net, crise de surproduction. 2. Le test sécuritaire. 16 mars, jour de l'annonce du confinement. Dans le département des Côtes-d'Armor, un cas détecté. Une sur une population de 600 000 habitants. Le préfet fait survoler les plages par les hélicoptères de la gendarmerie. Si des mesures de prudence et confinement dans le cadre d'une épidémie sont un choix compréhensible, encore peut-on s'interroger sur les différentes modalités possibles d'un tel confinement. Total ou régional, par tranche d'âge, avec ou sans possibilité de s'aérer, etc. À l'exception d'un accident nucléaire majeur ou d'un virus que l'on contracterait par simple respiration dans l'air, aucune crise sanitaire ne justifiait l'interdiction de promenades solitaires en forêt, sur des plages, dans les rues. Aucune crise sanitaire ne peut justifier que l'on désigne les citoyens-citoyennes comme des coupables en puissance. Lorsqu'Édouard Philippe annonce que le gouvernement prend des mesures de confinement drastiques car les citoyens ne sont pas suffisamment dociles, il transforme tout un chacun en délinquant. Aucune crise sanitaire ne peut justifier une politique hyper répressive incluant le survol des plages par des hélicoptères, l'interdiction de sortir de plus de 20 minutes de chez soi et de s'éloigner de plus de 1 km. Aucune crise sanitaire ne peut justifier que l'on ferme les parcs et les jardins publics. Aucune crise sanitaire
ne peut justifier que l'on punisse les citoyennes d'amendes lourdes jusqu'à 3 500 € d'amende et de prison 6 mois en cas de promenade solitaire. N'importe quel gouvernement soucieux du bien-être de la protection de sa population en cas de crise sanitaire devrait au contraire prendre acte des difficultés personnelles, familiales, psychologiques, sociales considérables qu'entraîne un confinement et le rendre supportable en invitant largement la population à s'aérer et à sortir se promener, à condition de respecter les mêmes règles de gestes barrières qui sont demandées pour le travail qui, lui, non seulement n'est pas solitaire, non seulement est autorisé, mais est rendu obligatoire sur rappel du MEDEF. Au risque du sentiment d'une humiliation collective, aucune population ne peut comprendre qu'elle soit obligée d'utiliser les transports en commun pour aller travailler, à condition de respecter une distance d'1 mètre, mais qu'elle risque la prison si elle va se promener sur une plage en ne nuisant à personne, en ne mettant personne en danger, dans la mesure où elle respecte les mêmes règles que celles imposées dans l'utilisation de transports en commun. Avec Emmanuel Todd, nous rappelons que, faute d'avoir prise sur l'histoire, les gouvernements français sont passés en mode aztèque. Ils se vengent de leur impuissance au niveau international en maîtrisant leurs concitoyens. Et ils peuvent compter pour cela sur le zèle de la police inféodée qui s'empressera de matraquer les promoteurs isolés à coups d'amende à 135 € pour leur apprendre à obéir. Nous savons depuis 1 an de Gilets jaunes que nous ne pouvons plus attendre aucune protection de la police. Moi, je ne suis pas sûre de ça, mais bon. Que, comme dans toutes les périodes de crise, comme en 1940, elle choisit de servir le gouvernement et non plus le droit. Et cela risque bien de se renforcer, comme l'écrit Raphaël Kampf, avocat pénaliste. Il faut dénoncer l'état d'urgence sanitaire pour ce qu'il est, une loi scélérate. Adoptée à marche forcée pour une période soi-disant circonscrite, cet état d'urgence vise des objectifs à plus long terme. Celui de violer les libertés élémentaires de toutes et tous, celui de donner à la police des pouvoirs illimités, celui de venir enterrer définitivement l'état de droit. La Constitution de la Ve République avait bricolé un régime présidentiel sur mesure pour un général dans une situation de guerre en Algérie. Elle transformait le Parlement en une chambre d'enregistrement à l'image des 308 pantins recrutés à la hâte sur entretien au printemps 2017 pour servir de paillasson au MEDEF. Entre les mains des Hollande, Sarkozy, Chirac ou Macron, cette Ve République est entre les mains de voyous caractériels et doit être abandonnée. Macron n'hésitera pas à se réfugier derrière le Covid-19 pour utiliser les pleins pouvoirs de l'article 16 et faire interdire la presse, les réseaux sociaux et ce qu'il appelle déjà les fake news et les incitations à la haine. Sa position est une position de haine de classe et son gouvernement suinte la haine de classe. L'intérêt des ateliers constituants qui se multiplient partout en France est de nous préparer à écrire nous-mêmes la constitution dont nous aurons besoin quand nous aurons chassé ce pouvoir. Cette guerre de classe, cette guerre de peuple. Excusez-moi, je me suis perdue parce que j'ai presque plus de batterie. Je vais brancher juste le téléphone. Le texte est bientôt fini. On va pouvoir prendre Michel Houchian. Il n'y a pas de souci. J'essaie de rebrancher et de remettre mon téléphone en marche. Peut-être comme ça. Ça va passer. Excusez-moi pour cette petite interruption de lecture. Voilà, je rebranche mon téléphone. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais vous mettre autrement. De toute façon, on verra plus tard. Hop. Ça tient comme ça, je crois. Pardon pour cette petite intervention de lecture. J'ai besoin de remettre mon portable en charge. Donc le texte est bientôt fini. Ne vous impatientez pas.
On est bon. Donc, on s'entend. Tac, 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 tac. S'agit d'enterrer définitivement les stades de droit. Entraînement de voyous. L'intérêt des ateliers constituants, donc, qui se multiplient partout en France, est de préparer à écrire nous-mêmes la constitution dont nous aurons besoin quand nous aurons chassé ce pouvoir. La guerre de classe, cette guerre au peuple, cette guerre aux pauvres, est lisible au niveau spatial géographique. Dès les premiers jours, les médias ont évoqué le manque de civisme des habitants des quartiers populaires, épinglés pour leurs inconsciences face à la propagation et à leur refus des contrôles. Ainsi, le 19 mars, BFM TV dénonce les violences urbaines malgré le confinement, des rébellions et des crachats sur des policiers, et même des regroupements sur les toits des immeubles, pour y faire des barbecues. Jusqu'à quelle extrémité peuvent aller ces petits voyous de banlieue ? Depuis, des témoignages attestent d'interpellations policières violentes, mais dans ces mêmes quartiers, comme celle de Sofiane, 21 ans, habitant des Ulysses Essonnes, qui, le 24 mars, a eu le grand tort de vouloir sortir de chez lui pour aller travailler. Il est livreur pour Amazon. Il a été rossé par des agents de la BAC pour avoir essayé d'échapper à leur contrôle. Il n'avait pas son attestation de développement dérogatoire sur lui. Imagine-t-on les mêmes scènes à Neuilly ou à Passy ? Et, comme ce fut le cas pour les Gilets jaunes, ces violences policières sont encore largement sous-médiatisées. Des médias au garde à vous. En dehors des aspects proprement médicaux de la situation sur lesquels nous ne sommes pas compétentes, nous ne sommes pas des microbiologiques, et il y a suffisamment de vidéos sur le coronavirus, d'interviews et d'exposés de tous bords, de tous scientifiques, pour ne pas inonder davantage ce débat. Il nous revient en revanche d'interroger les aspects politiques et en soumettre les contradictions à notre intelligence collective. Comptez sur nous-mêmes, en somme, et sur notre intelligence critique pour nous nie l'intégralité ou presque des médias docilement regroupés autour du pouvoir exécutif. Le nombre de morts égrenés chaque jour dans nos médias est profondément anxiogène. Le traitement médiatique de la situation nous rend inévitablement vulnérables et les conséquences sur nos citoyennetés sont dramatiques. On ne compte plus les exemples de personnes se faisant apostropher pour être sorties acheter du pain. Franchement, a-t-on vraiment besoin de pain frais quotidien en cette période de crise mondiale ? Ou pour avoir rendu visite à un proche ? Tout le monde est en train de devenir le flic des autres. L'ambiance est à la dénonciation et aux milices de volontaires qui vont bientôt patrouiller dans les rues. Surtout si ces chiffres ne sont pas expliqués et qu'ils n'ont pour seule fonction que de créer un traumatisme sur le fond de méfiance circulaire et nourrie de tous bords. Expliquer les chiffres, cela voudrait dire les contextualiser, les mettre en perspective, historique notamment, les comparer à d'autres. Un exemple, sans vouloir minimiser l'épidémie, il est intéressant de savoir que le nombre de morts faits par le Covid-19 est 4 fois moins, environ 30 000, Il est intéressant de savoir que le nombre de morts faits par le Covid-19 en 4 mois, environ 30 000, est à peu près identique au nombre de personnes qui meurent de faim chaque jour, ou que le paludisme cause encore plus de 450 000 décès chaque année, sans qu'on ne s'alarme, dans ces deux cas, des mesures à mettre en place pour éviter pareille hécatombe. Et que dire des informations en boucle sur les EHPAD qui se confinent pour éviter avec le personnel ? Il y a en France 610 000 décès chaque année, une personne toutes les 50 secondes, dont 25% en EHPAD. Les décès au sein des EHPAD représentent donc plus de 1500 morts par an. Nous parler des décès en EHPAD, c'est nous les présenter comme un problème injuste et terrifiant. On se demande alors, qu'est la représentation d'un EHPAD pour un chroniqueur de TF1 ? Une colonie de vacances ?
une thalassothérapie ou un de ces mouroirs sans personnel vendus au privé qu'on intègre de façon définitive, mais dans lequel on vous garantit un placement à 11% si vous achetez une chambre pour la louer aux résidents. Pour rappel, car c'est aussi cela mettre les chiffres en perspective, la moyenne d'âge des morts du coronavirus en France est de 81,2 ans. Et si la mort du musicien Manu Dibango a suscité beaucoup d'émoi, précisons tout de même qu'il avait 86 ans. La télé gouvernementale nous montre en boucle l'hôpital de Mulhouse saturé, l'armée qui évacue des malades en avion vers Toulon, les tentes de médecine de guerre, terrible. Mais elle se garde bien de questionner les odieux petits soldats des ARS, Agences régionales de santé, qui ont vidé l'hôpital de tous ses moyens, de tous ses personnels, qui ont mis 100 directeurs en démission administrative il y a 2 mois, oui, 100, et qui font fonctionner le matériel hospitalier en flux tendu. Traduirons-nous un jour les ARS devant les tribunaux pour mise en danger délibérée à grande échelle de la vie d'autrui ? Et c'est probablement à la lecture des médias de gauche ou d'extrême gauche qu'on mesure la puissance de cette manipulation à grande échelle. C'est cela, une union nationale. Faire taire notre capacité critique, adhérer à l'autorité du pouvoir. La chaîne YouTube Osons Causer, qui, jusqu'à peu, décryptait les différentes faces des politiques macronistes, est désormais réduite à répercuter les ordres gouvernementaux. Restez chez vous. Si nous voulons prendre des leçons de civisme, nous avons besoin d'Osons Causer. Nous avons déjà... Restez chez vous. C'est ce que dit Osons Causer. Si nous voulons prendre des leçons de cynisme, nous n'avons pas besoin d'Osons Causer. Nous avons déjà TF1 pour traiter quelques doux promeneurs de délinquants des parcs. Le philosophe Vladimir Jankélévitch écrivait « Je serai toujours le gardien de tous les droits et jamais le flic de tes devoirs. » Si Osons Causer renonce à sa mission d'éducation populaire, la preuve est apportée que le test est grandeur nature de soumission des médias, y compris ceux censés critiquer l'ordre de la domination, fonctionne. S'il est dur pour des médias, quels qu'ils soient, d'échapper à ces logiques de manipulation, à ces logiques manipulatrices, il épouse si facilement la logique du pouvoir. Pardon, je suis désolée, je vais me reconcentrer dans la lecture. S'il est si dur pour des médias, quels qu'ils soient, d'échapper à ces logiques manipulatrices, s'il épouse si facilement la logique du pouvoir, c'est que les conditions de fabrication de l'information les ont déjà rendues structurellement perméables à cette logique. Et déjà, la place prise par les chaînes d'infos en continu avec sa conséquence, la course à l'information en temps réel. Temps réel, allons bon. Cela supposerait qu'il existe un temps irréel. Ne serait-ce pas justement ce temps qu'on nous vend pour du réel, qui, en évacuant l'histoire et les processus d'émergence des phénomènes, constitue l'irréel, un temps qui n'a pas de sens? Dans ce monde-là, il faut occuper l'antenne et meubler les flux en permanence. Donc, trouver du nouveau au fil des jours, au fil des heures. Heureusement, ce qu'il y a de nouveau, presque en permanence, ce sont les chiffres. Alors, bingo sur les chiffres qui montent, qui viennent s'aligner de manière vertigineuse sur les écrans. Chaque jour apporte son lot de nouveaux records, de chiffres jamais atteints. Puisqu'il s'agit d'une pandémie en plein essor, la probabilité que le nombre de nouveaux cas détectés ou de nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures soit inférieur à celui de la veille est sans doute inférieur à 1%, non? Donc balancer cette information, ce n'est pas vraiment un scoop, on est d'accord? Il y a d'ailleurs fort à parier que le journaliste qui l'a annoncé en martelant chaque mot sur un ton affolé, qu'il rentre chez lui et retrouve son conjoint et ne lui dit pas «
Tu sais, c'est incroyable, le chiffre a encore progressé. Oui, il est probable que, dans sa vie privée, il reste quelqu'un d'à peu près sensé. Mais, quand il passe à l'antenne, il devient cet imbécile qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. C'est que, sur les ondes, il faut sacrifier au rite de la dramatisation. Pour vendre et faire du buzz, il faut maintenir le suspense, feuilletonner l'information, avec, si possible, un bon casting et de bons clients. Autant de termes venus du monde de la fiction et du commerce et qui se sont progressivement imposés dans les rédactions. C'est ainsi que se construit et se reconstruit le thème de la vague épidémique qui va déferler, sans qu'on ne sache jamais pourquoi le pic est attendu à tel moment. Avec sa conséquence inéluctable en gros titre à la une de l'Est républicain du 23 mars, vers un inévitable durcissement du confinement. Fermez la parenthèse. 4 semaines plus tôt, de nombreux médias tiraient sur le recours inévitable au 49.3 à propos de la réforme des retraites. Prophétie autoréalisatrice dans laquelle les médias oublient ou feignent d'oublier le rôle qu'ils ont joué eux-mêmes. Autre facteur structurant, la place prise dans les médias par un balai d'experts où se succèdent hypothèses hâtives et contradictoires sur les tests, le port du masque, l'efficacité du traitement par la chloroquine, sans que les faux pronostics ne soient ensuite rectifiés et sans que l'on précise que médecin n'est pas un titre suffisant pour se qualifier d'expert en matière de Covid-19. Mais avec cette certitude autoproclamée, les fake news, c'est l'affaire des réseaux sociaux. L'information sérieuse et vérifiée, c'est celle des médias mainstream. On arrive gentiment à la fin, vous inquiétez pas. La gouvernance, le 4. La gouvernance scientifique. Dans un monde où les demandes de financement de la recherche publique sur les coronavirus sont restées lettres mortes, où les multinationales de la pharmacie ont plus de pouvoir que les États et où le vaccin de ce coronavirus engrangera des milliards de profits, qu'est-ce qu'un expert? Ça, c'est une réponse pour Michel Luciani. Qui sont les scientifiques qui conseillent un gouvernement entièrement dévoué aux multinationales, voire Monsanto Macron et les milliers de cancers liés au Roundup? Y aura-t-il des conflits d'intérêts? Jupiter met ses pas dans ceux d'un conseil scientifique créé le 10 mars et invité à infléchir, voire à dicter les décisions. Cette délégation de pouvoir à l'expertise scientifique, entre guillemets, présente de multiples dangers. Elle éteint toute contestation au nom de l'intérêt supérieur. Elle gomme tout ce que nous, gesticulants, formatrices, formateurs, militantes, militants de l'éducation populaire, avons appris et ne cessons de marteler. Tout point de vue est nécessairement situé. On ne parle toujours que de quelque part et avec une intention. Mais non, les experts, eux, échappent à cette condition humaine puisqu'ils parlent de nulle part et sans jamais aucune intention autre que de nous transmettre la vérité. C'est dire à quel point cette délégation va faciliter le passage à une société de contraintes. 5. Le Covid-19, révélateur mais aussi accélérateur des inégalités. Isolement des plus vulnérables, exploitation des plus précaires, contamination des plus exposés, stigmatisation des classes populaires, car ce peuple que l'on doit confiner, c'est bien celui des classes populaires, celles qui pourraient désobéir, ces classes dangereuses, entasse des plus pauvres dans des logements insalubres pendant que les bourgeois aisés des arrondissements parisiens fuient leurs 200 mètres carrés pour aller, exode sanitaire oblige, se mettre au vert dans leur maison secondaire ou dans une villa louée pour l'occasion. Cette crise sanitaire amplifie le développement des rapports de domination. Regardons du côté de la condition des femmes, par leur position dans la société,
Les femmes représentent indéniablement une classe fragilisée par cette crise sanitaire et le confinement que celle-ci impose. La situation des femmes victimes de violences conjugales est alarmante. Les chiffres actuels montrent une augmentation de 32% des cas depuis le début du confinement. Des situations où la présence permanente du mari violent rend les demandes d'aide et les moyens de protection extrêmement difficiles. 210 000 femmes sont violentées par leur mari chaque année en France. Le confinement porte donc ce chiffre à au moins 300 000. Belle réussite du confinement. Toujours dans la sphère de l'intime, l'accès à l'avortement est fragilisé, notamment pour les adolescentes qui n'ont plus de prétexte pour sortir de chez elles. Et puisque dans cette crise, c'est bien le monde du travail qui impose la marche à suivre, dans la sphère productive, l'exploitation des femmes se poursuit. Il y a les plus précaires, celles qui vivent sous le seuil de pauvreté, celles qui n'auront pas le choix d'accepter de travailler, quelles que soient les conditions sanitaires, pour pouvoir boucler la fin de mois. Il y a les femmes élevant seules leurs enfants, qui, faute d'école ou de nounou, subiront un chômage partiel qui les mettra à terre. À la fin de la crise, quelle sera la posture des banques envers ces femmes? On le sait, parmi le travail dédié aux femmes, celui du soin. Le 12 mars dernier, Macron demandait au personnel hospitalier de continuer à faire des sacrifices. La division sexuelle du travail à l'œuvre dans notre société fait reposer ce sacrifice sur une large majorité de femmes. 90% des femmes chez les aides-soignantes, 87% de femmes chez les infirmières. Les postes prestigieux, eux, sont occupés par des hommes. Avec la pénurie de matériel de protection entre l'aide-soignante et le chirurgien, qui aura le masque? Le sacrifice se joue entre les classes sociales qui se côtoient à l'hôpital. Le sacrifice se joue entre les classes sociales tout court. Les femmes font partie des dominés, des exploités du système capitaliste, à qui l'on demande de continuer à faire marcher la machine économique à n'importe quel prix, et qui n'obtiendront que du mépris, une prime de 1 000 €, lorsque les puissants n'auront plus peur d'attraper la grippe. 6. Le Covid-19, une arme de guerre contre l'école. La mise en place de l'école à distance est une aubaine pour qui s'acharne à détruire le service public. C'est une véritable expérimentation grandeur nature pour terminer la privatisation de l'école rêvée par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et mise en œuvre par les ministres successifs depuis Luc Ferry. Quoi de mieux que d'amener les enseignants à se penser comme des facilitateurs pédagogiques pour assurer la continuité pédagogique? Le rêve ultime de l'idéologie libérale. L'enseignant est déchargé de toute responsabilité éducative, de tout désir de penser l'élève comme un être humain complet et complexe. L'enfant n'existe plus. Le sacro-saint programme construit autour des compétences n'a plus qu'à être digitalisé. Les enseignants deviennent des intervenants à distance, pratiquant le e-learning, surfant sur des plateformes privées dont les contenus deviennent contrôlables et évaluables. Le contrôle, outil indispensable à la légitimité de la domination. Pour preuve, ce mail envoyé ce jour par une enseignante maternelle qui demande aux parents d'envoyer une photo de leur enfant en train de travailler. Nous devons assurer la continuité pédagogique de l'inspection et l'inspection nous demande de vérifier qu'elle est bien mise en œuvre par les parents. Sinon, cela peut être considéré comme de l'absentéisme. Pression, contrôle et menaces. On y retrouve alors tous les ingrédients de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, adoptée en 2018, et qui permet d'imposer une démarche qualité à tous les organismes de formation. Claquée sur des procédures de rentabilité industrielle, la démarche qualité a réussi le tour de force de mettre tous les organismes de formation en concurrence, d'imposer un vocabulaire unique, celui de la langue de bois, bien sûr, de récupérer tous les contenus pédagogiques, de dématérialiser au maximum en réduisant les liens humains au minimum. Une expérimentation grandeur nature de ce qui est déjà à l'œuvre dans l'éducation nationale.
On arrive à la conclusion presque. Alors, on peut toujours penser que l'école par Internet, c'est juste provisoire. Que non, cette loi n'est pas une étape intermédiaire pour finir de faire de l'école le réservoir de main-d'œuvre du capital au détriment d'un lieu où penser la société de demain. Si seulement cette expérimentation n'était pas déjà dans les tuyaux depuis plus de 30 ans. Baisse du nombre de fonctionnaires, privatisation de l'enseignement supérieur, décentralisation favorisant le lien entre le marché du travail local, emploi de directeurs devenus des managers, suppression massive des postes éducatifs et de soins dans les établissements, psychologues scolaires, assistants sociaux, éducateurs, infirmiers, mise en concurrence des établissements par l'arnaque du statut d'enseignant, précarisation du métier, CDD, contractuel, et les enseignements de spécialité avec la loi Blanquer, les bases sont posées, affirmées, assumées. Comment être naïf au point de penser que cette période ne sera qu'une parenthèse? Et la place des élèves, c'est simple, on remplace une heure de cours par une heure de travail personnel. La durée d'attention d'un élève en classe varie de 4 minutes en maternelle à 35 minutes par heure pour un adulte. Transformer alors une heure de cours en une heure de travail personnel, c'est multiplier l'exigence de productivité scolaire par 2 au minimum pour les lycéens. De plus, cela ne tient pas compte de chaque élève. Là où l'enseignant va évaluer que, sur sa classe d'âge concernée, le travail donné est faisable en une heure, la réalité sera que ce travail sera réalisé en 30 minutes par certains et en 1h30 par d'autres. Ajoutons à cela les conditions matérielles de chaque élève, chambre seule ou non. Oui, désolé pour cette interruption, j'étais dans ma lecture et j'ai vu que donc, le portable a surchauffé, donc je vais essayer de reprendre où nous en étions. Donc j'espère qu'on va pouvoir monter les deux pour faire une lecture entière. Donc, je relis le chapitre où on en était. On était sur l'élève, donc. Ajoutons à cela les conditions matérielles de chaque élève. Chambre seule ou non, travail sur ordinateur ou sur smartphone, accès à une imprimante, scanner ou pas, nombre de personnes dans la maison et en capacité d'aider scolairement ou pas. Sans oublier actuellement celles et ceux qui sont toujours au travail et donc pas disponibles pour leurs enfants. Sont les salariés les plus précaires, ouvriers, caissières, aides à domicile. On voit bien à nouveau les réalités matérielles liées. On voit bien comment, au profit de la continuité pédagogique, on enterre les enfants des classes populaires pour pouvoir applaudir les quelques autres à la fin du confinement. Bravo les enfants, vous voyez bien que c'était possible. Quand on veut, on peut. Les ultralibéraux de l'Union européenne et de l'OCDE l'ont rêvé, le Covid-19 l'a fait. La dématérialisation complète et totale de l'éducation nationale. Les requins de l'ordre capitaliste lorgnent sur ce marché éducatif mondial à conquérir, estimé à 20 milliards de dollars, dont 7 milliards d'euros pour l'Europe. Le fruit est mûr pour privatiser le système éducatif. Il ne restera plus qu'à Hachette Éditions, propriété du groupe Lagardère, à nous vendre par millions les logiciels que cet enseignement à distance, assuré par des Uber-profs, nécessitera. Que feront les parents dans le marasme de l'offre proposée dans ce climat de compétition acharnée? Les familles paieront bien sûr, enfin, celles qui le pourront, pour le plus grand bonheur de la bourse. L'OCDE l'a dit, les perspectives de profit pour les investisseurs institutionnels sur le marché éducatif mondial sont de 1 à 7, quand elles ne sont que de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Et lorsqu'il faudra, une fois la mission éducative de l'éducation nationale piétinée, se charger de transmettre quelques savoir-faire, quelques savoir-être et compétences relationnelles, entre guillemets, aux enfants
et aux adolescents, le marché du développement personnel viendra nous vendre sa came à grands coups de conférences, de cours de coaching ou de slogans plus creux les uns que les autres, soit le monde que tu veux voir, entre guillemets, soit la confiance en soi est le premier secret du succès, etc., etc. Comme l'a si bien montré Eva Illouz dans son livre Happycracy, le développement personnel est non seulement un marché juteux, mais surtout l'ami protecteur des dominants, puisqu'il contribue à invisibiliser les rapports sociaux de domination, classe, race, genre, au profit d'un seul discours. Tu as les ressources en toi pour t'en sortir. Et autre outil de culpabilisation individuelle. Théorisée aux États-Unis, la psychologie positive est la condition de la domination capitaliste dans les entreprises et sur nos vies. 7. Covid-19 et droit au travail. Et on est sur la fin. Pendant qu'on nous invite à nous laver inlassablement les mains, le patronat, lui, se les frotte. Emmanuel Macron est définitivement l'ami des grands patrons. Et voilà la loi d'urgence face à l'épidémie qui autorise le gouvernement à agir par ordonnance. Le texte 52 de ces dernières permet à l'employeur d'imposer une durée de travail hebdomadaire portée à 60 heures, le travail le dimanche, des dates imposées de congés payés. Il est intéressant de comparer les intitulés de ces ordonnances. Ici, ouvrez les guillemets, ordonnance portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, fermez les guillemets. Et là, ouvrez les guillemets, ordonnance adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire, fermez les guillemets. Il n'est sans doute pas anodin de voir que, dans la seconde, apparaît le terme « temporairement », indication à laquelle Muriel Pénicaud s'est formellement opposée lorsqu'un amendement proposa de le faire figurer dans l'ordonnance congés payés et autres. De là à penser que ces dérogations du Code de travail soient destinées à perdurer, relance de l'économie oblige, 60 heures par semaine, réduction du repos quotidien de 11 à 9 heures, soit 15 heures de travail transport chaque jour, ne font que nous renvoyer aux conditions de 1841, date de la première loi sur le travail. Cet effort qui va être imposé au monde du travail ne sera pas imposé à toutes les catégories sociales. Un amendement visant à relever le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, faisant passer son taux de 3% à 5% de revenus supérieurs à 2500 000 à 250 000 euros par an, a été sèchement rejeté. Dans un tweet du 24 mars, Bruno Le Maire demande aux entreprises, notamment les plus grandes, de faire preuve, ouvrez les guillemets, de la plus grande modération sur le versement des dividendes. C'est un moment où tout l'argent doit être employé pour faire tourner les entreprises. Fermez la parenthèse. Les guillemets. Une simple demande, donc, pas d'ordonnance ici pour contraindre le capital à participer à l'effort collectif, alors que les entreprises européennes s'apprêtent à verser 359 milliards d'euros à leurs actionnaires au titre des dividendes de l'année 2019. Pourtant, malgré ces chiffres exorbitants, l'État, pour pallier à la suspension partielle de l'économie, va soutenir ces mêmes entreprises en prenant en charge une partie des salaires à travers les mesures de chômage partiel ainsi qu'en suspendant les obligations fiscales et sociales dans ces mêmes entreprises. On y arrive. Au final, c'est bien aux travailleurs que Macron s'en prend à nouveau pour soutenir l'économie, en s'attaquant non pas aux dettes sous lesquelles croulent les entreprises et dont il pourrait déclarer un moratoire, mais aux cotisations sociales et aux impôts qu'elles versent, et aux droits du travail. Voulons-nous que la guerre menée par une classe dirigeante qui a montré son impréparation absolue à faire face à la pandémie,
parce qu'elle a organisé le démembrement des services publics et de la population en France de biens de première nécessité, soit à nouveau l'occasion d'une union sacrée pour sauver l'économie en s'attaquant aux travailleurs et en soutenant les prêteurs capitalistes, comme cela s'est fait en 2007 avec les beaux résultats que l'on sait. Nous faisons depuis plus de 10 ans l'expérience amère de la potion capitaliste que Macron veut à nouveau nous faire avaler, alors que c'est elle qui nous conduit à une impasse dont il prétend nous faire sortir en rajoutant une louche. C'est assez. Nous n'allons pas nous faire avoir à nouveau. Nous savons que nous pouvons attendre que le pire des Nous savons que nous ne pouvons attendre que le pire des mobilisations générales et de l'union nationale dans lesquelles nous enrôle la classe dirigeante sans nous demander notre avis pour nous faire taire. Seule une mobilisation venue d'en bas sera efficace contre le retour régulier des pandémies liées à une excessive division internationale du travail et à un rapport de plus en plus mortifère aux vivants et à la nature dans la folle organisation capitaliste de la production. La médiocrité de la réponse à la pandémie fait prendre conscience de l'absurdité de faire dépendre notre production de groupes capitalistes indifférents. Attendez, excusez-moi, la phrase est trop longue. La médiocrité de la réponse à la pandémie fait prendre conscience de l'absurdité de faire prendre notre production de groupes capitalistes indifférents. Oh là là, je suis fatiguée, il fait trop chaud. Donc, on reprend. La médiocrité de la réponse à la pandémie fait prendre conscience de l'absurdité de faire dépendre notre production de groupes capitalistes indifférents. De faire dépendre notre production de groupes capitalistes indifférents au maintien d'un tissu productif équipé sur un territoire, qu'il soit régional ou national. Les exemples d'entreprises neuves fermées alors qu'elles produisent des masques ou des bouteilles d'oxygène ont fait le tour des réseaux sociaux. Les travailleurs, pas l'État, doivent devenir propriétaires de tout outil de production de biens communs. Les actionnaires doivent être évincés sans indemnisation et les prêteurs non remboursés. Autre prise de conscience. Les ressources des personnes ne doivent pas dépendre de l'aléa de leurs activités. Le confinement laisse nus tous les indépendants et génère un chômage partiel plein de trous qui vont notamment réduire les ressources d'employés du privé ou de contractuels de l'État. Alors que les fonctionnaires, eux, conservent leur salaire qui est lié à leur grade et non à leur emploi. Seul le salaire lié à la personne, celui des fonctionnaires, celui des salariés à statut, celui des retraités, bref, celui qu'attaquent avec détermination tous les gouvernements de l'Union européenne, nous permet de sortir de la forme capitaliste de la rémunération, qui la lie à la mesure d'activité aléatoire avec le filet de sécurité d'un revenu de base. Nos personnes doivent être libérées de cet aléa et reconnues, de 18 ans à la mort, par un salaire posé comme un droit politique et qu'il serait raisonnable d'inscrire dans une fourchette de 1 à 3. Chacune à sa majorité, quel que soit son passé scolaire et son handicap, est doté du premier niveau de qualification, et donc des 1700 € nets du SMIC revendiqués, et peut, par des épreuves de qualification, progresser jusqu'à un salaire plafond de 5000 € nets. Au-delà, les rémunérations n'ont aucun sens. Droit politique de tout adulte vivant sur le territoire national, le salaire peut stagner, mais jamais diminuer ou être supprimé. Là, on rentre sur le salaire à vie selon Bernard Friot. Je vous invite à regarder sa conférence gesticulée. C'est un peu lourd hein, le texte, je suis désolée, mais on arrive vraiment à la fin, je ne vous mens pas. La propriété de tout l'outil par les travailleurs et les salariés
liées à la personne suppose une forte socialisation du PIB. Déjà, plus de la moitié est socialisée dans les impôts et les cotisations sociales. Il faut aller encore plus loin. La valeur ajoutée des entreprises doit être affectée non plus à des rémunérations directes et à du profit, mais à des caisses gérées par les travailleurs, travailleuses, comme l'a été le régime général de 47 à 67. Elles verseront les salaires et subventionneront l'investissement, y compris par création monétaire. Alors, nous pourrons libérer du capital nos vies et notre pays. La survenue de l'épidémie de coronavirus a mis en évidence l'état de délabrement de l'hôpital public après 40 années de politique libérale qui lui ont été imposées. Hasard du calendrier, cette épidémie a conduit le gouvernement à suspendre son projet de réforme des retraites. Maladie, vieillesse, deux branches de la sécurité sociale réunies par les événements. Comme Ambroise Croizat et ses codétenus au bagne de Maison Carré à Alger préparèrent un plan complet de sécurité sociale, mettrons-nous à profit cette période pour réfléchir aux revendications et porter dès la fin de la période du confinement. Parmi celles-ci, une reconstruction de la sécurité sociale dans ses structures révolutionnaires de 1946, en revenant non seulement sur les exonérations de cotisations patronales, mais en revendiquant leur augmentation. Car c'est bien l'augmentation de ces cotisations qui ont permis à la sécurité sociale de subventionner la mise en place des centres hospitaliers universitaires, CHU, au début des années 60, transformant des mouroirs en usines de santé. Des plans de nationalisation de l'industrie pharmaceutique et de la recherche scientifique seraient également des revendications incontournables. Profiter de cette épidémie pour obtenir la reconquête de droits précédemment conquis représenterait en quelque sorte un renversement de la stratégie du choc. Alors, je viens de finir donc ce texte, je vais vous le renvoyer dans les liens pour que vous puissiez le partager, le relire autant que vous voulez. Voilà. Je vais vous mettre accueil peut-être comme ça. Donc voilà, je suis désolée, ce texte est un peu long, mais il était vraiment nécessaire de l'entendre. Si vous avez des réactions à chaud, n'hésitez pas à me les faire. Si vous voulez monter, en parler, je ne sais pas s'il est toujours présent parmi nous, Chiani. Voilà, c'est un texte d'introduction qui est peut-être un peu long, j'en conviens, mais en même temps, il nous replace dans le contexte historique aussi de ce que c'est. Et peut-être aussi, on peut enchaîner sur un petit extrait vidéo que je vous ai partagé. Ah, ça y est, je suis reconnectée. Donc voilà, les nouveaux chiens de garde, on va regarder ça ensemble. Je pense que vous le connaissez aussi. Parce que donc voilà, Michel, il m'a partagé un lien. Je vais vous le mettre. Je sais pas si vous voyez le lien. Michel, il m'a partagé un lien. Il n'était pas content par rapport à... C'est pas ça que je vais le mettre. Il n'était pas content par rapport à plusieurs échanges que nous avons sur les réseaux sociaux. Et donc il m'a partagé un lien que je vais vous mettre sur 40 médecins. 40 médecins, voilà. 40 médecins donc qui ont écrit, voilà. On va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, aussi, c'est des farfelus et des complices du pouvoir d'après vous. Donc, alors, il me met un article. Donc, une quarantaine de professionnels de santé corse appellent à la vaccination et nous expliquent pourquoi. Donc, alors, j'ai fait, je l'ai invité à participer à ce live. Je ne sais pas s'il est là, s'il est présent et qu'il nous regarde. Je vais lui dire d'ailleurs, Michel, je vous attends. Merci, tu réponds comme
Hein. Donc, dites-moi Michel si vous êtes là. J'ai des problèmes de connexion, alors c'est pas évident là où je suis pour vous répondre, mais avec grand plaisir en tout cas Michel. Hop. Je vous attends. J'ai mis en majuscule, je voulais pas. Est-ce qu'on va la voir? On n'est pas. Alors, je suis désolée, hein, c'est un peu long. Hop. Ça veut pas me le mettre. Michel, êtes-vous là? Michel, êtes-vous là? Je ne sais pas. Bouge. Je mets le lien à Michel, hein, désolé. Bon. Donc Michel m'envoie donc ce lien avec des docteurs. Donc on va cliquer là-dessus et il me dit, voilà, est-ce que ce sont des docteurs complices, farfelus, etc. Donc on va cliquer ensemble sur le lien. Donc on voit bien une quarantaine de professionnels de santé corse appellent à la vaccination. Et il nous explique pourquoi. Donc je vais pas lire tout le texte, hein, mais donc une quarantaine, dadadi dadada. Je vous laisse le faire pause et le lire. Donc parmi cette quarantaine de médecins dont on n'a pas la liste, hein, on écoute le docteur Poggi, médecin à Cargèse, et le docteur Laurent Carligne. Voilà. Donc, il y a un médecin généraliste urgentiste et un autre qui est juste médecin. On ne sait pas de quoi exactement. Donc, déjà, ce sont des médecins, non des virologues, non des biologistes. Et en attendant, on est en droit de se poser la question aussi sur... déjà, je ne peux pas parler sur la quarantaine de médecins, puisqu'il n'y a pas de liste ni rien. On pourrait aller regarder sur leurs liens leurs éventuels conflits d'intérêts. Donc, j'ai été regarder pour Monsieur Poggi. Il n'a pas renseigné, ses conflits d'intérêts. Si vous avez d'autres listes, éventuellement, on pourrait trouver, voilà, qui sont ces experts, donc qui vont nous, qui nous expliquent pourquoi la vaccination est une bonne chose. Moi, j'ai plein d'autres experts, hein, et plus d'une quarantaine de professionnels qui nous expliquent clairement pourquoi c'est pas une bonne chose. Donc, dans le doute, vu tout ce qu'on a comme retour des pays qui ont vacciné majoritairement en premier, moi, j'attends encore. Hein. J'ai trop de mauvais retours des vaccins et de l'incidence des vaccins. Donc, non, Michel, je suis désolée. Pour moi, c'est loin d'être un lien probant. Et je suis désolée, Alta Frequence, le lien que vous me partagez. Pour l'instant, à part avoir fait la promotion de ce monde-là, je les ai pas suffisamment souvent entendus donner de l'avis contradictoire. Voilà. Donc à partir du moment où tous les jours depuis un an, Alta Frequence, mais comme tant d'autres, hein, Corse Matin, RCFM, France 3 Corse, donne 99,9% du temps des avis pro-vaccination, pro-Big Pharma, etc. Le jour où ils seront un tout petit peu plus revenus dans quelque chose d'impartial et dans un 50-50 entre pro et anti, de façon totalement... comment on dit ça, objective. Je suis désolée, je prendrai en compte les articles d'Alta Frequence. Mais pour moi, c'est loin d'être probant tout ça. Et voilà, c'est pas du tout un lien qui atteste que ces gens-là ne sont pas ni complices ni farfelus. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous suffire comme réponse. J'aurais bien aimé que vous soyez présent, monsieur Michel Ouchian, mais on verra ça plus tard. Je vais vous laisser parce qu'il est déjà midi 18. On reviendra, je ferai une petite lecture plus tard
sur comment sortir aussi de tout ça par comment sortir du numérique. Je vous lirai donc le communiqué numéro 5 de l'éthique et je vous parlerai un petit peu plus voilà, de différentes actions qu'on peut mettre en place. Donc mes copains du collectif qui s'amusent maintenant à faire des affiches un peu partout dans les villes. Et ça, ben, n'importe qui peut carrément le reprendre à son compte. À quoi sert votre appareil numérique pour utilisateurs surveillés? Aux géants du numérique, aux États et leurs services, à tous ceux qui vous offrent si généreusement de magnifiques applis. Message de l'éthique. On a celui-ci qui est pas mal aussi. Stress, angoisse, troubles du sommeil, perte d'empathie, échec scolaire, hétéronomie. J'arrive pas à lire. Difficulté à vivre l'instant. Une solution simple et révolutionnaire. Sortez-vous les doigts de l'anus. Appareil numérique pour utilisateurs surveillés. Ceci est un message de l'éthique. On en a plein d'autres comme ça. Hein. Voilà. Qui extrait les matériaux de votre ordiphone? Qui les assemble? Et où? Et dans quelles conditions? Êtes-vous d'accord avec ça? Qui fait de tout cela des profits colossaux? Et qui tâche de vous rendre déprimé, hétéronome, voire accro à votre terminal? Dépendant, hétéronome, voire accro à votre terminal? Et pourquoi faire? Vous voulez changer ce monde? Alors sortez-vous les doigts de l'anus. Appareil numérique pour utilisateurs surveillés. Voilà, ça c'est plein de petits conseils d'affiches que vous pouvez tous faire chez vous. Voilà. L'éthique, c'est émancipation humaine du totalitarisme informatique et cybernétique. Donc moi je vous invite à mettre en place ce genre de choses, à faire des petites photocopies ou à faire des panneaux un peu de partout. Et vous aussi, à les faire savoir ce que vous en pensez. La feuille qu'on trouve en bas, je vais vous la mettre. Elle est ici. Elle est ici. Elle est là. Elle est là. Vous faites une capture d'écran. Et je vous la lirai aussi si vous voulez. Donc lettre à tous ceux qui ne veulent pas de la société industrielle capitaliste, ni ici ni ailleurs. Donc voilà, je vous laisse faire la capture d'écran ici. Et là, on ne le voit pas très bien. Mais voilà, vous retrouvez donc tout le travail d'éthique. C'est aussi Écran Total. Vous pouvez rentrer en contact avec eux. Je vais vous redonner l'adresse d'Écran Total peut-être. Vous trouvez tout ça. Tac, 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 tac. Je vais vous laisser un pour aujourd'hui. Je pense qu'on en a déjà pas mal fait. Voilà, éthique. 34 rue du Faubourg Saint-Jomès à 34 000 Montpellier. Et vous avez donc aussi un numéro de téléphone qui s'affiche un peu plus bas. Le 06 75 02 29. Voilà les amis, bah écoutez, on va rester là-dessus. On reprend tout ça. Bon bah Michel, on remet ça quand vous voulez, hein, avec grand plaisir, mais à un moment donné, je veux bien qu'on partage ensemble et qu'on échange, mais voilà, il faut pouvoir échanger avec des liens plus solides que ça en fait, hein. Parce que moi, si vous me faites le blabla de TF1, en fait, ben voilà, j'attends que vous ayez un tout petit peu plus d'arguments en fait. Voilà. Moi, ça me ferait plaisir de pouvoir vraiment avoir un échange, même si c'est un peu vif, hein. Enfin, après, on peut très bien se respecter quand on n'est pas d'accord. Mais surtout quelque chose un peu plus péchu, quoi, que du alta frequenza ou le médecin a dit que. On sait très bien le rôle qu'ont les médecins avec Big Pharma. Je suis désolée, c'est pas ça qui va nous prouver que vous avez raison ou tort. Par contre, moi, je peux vous citer énormément de sources de tout univers différents
qui vont pouvoir créer du contradictoire, non pas pour imposer mon point de vue, mais pour imposer une façon de traiter l'information qui laisse plus de place à la liberté de penser, au contradictoire, au pluralisme d'opinion. Voilà. Moi, je serais plutôt de cet avis-là. Faisons cet effort-là en commun. Donc, quand vous voulez, Michel, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous en espérant qu'il n'y ait pas de coupure intempestive cette fois-ci. J'ai vu que vous avez essayé de me répondre d'ailleurs. Je vais aller regarder ça et je vais vous répondre sur la première partie du live. Mes amis, je vous dis à très bientôt. À demain. Donc, je vais essayer de faire des cafés de la libération, voilà, si on peut échanger ensemble, c'est pas mal, mais surtout repartir sur tout un tas de lectures qui me semblent indispensables, pour qu'on puisse vraiment partir tous ensemble d'un constat pour se délivrer tous ensemble de cette situation. Voilà. Donc merci à tous. À demain. Et on va terminer par Forza, Speranza et Libertà.